On ne peut pas vraiment parler de criminel célèbre sans mentionner Pablo Escobar. À la tête du cartel de Medellín, il était le roi de la cocaïne et l'un des trafiquants de drogue les plus riches de tous les temps. Et il fascine encore aujourd'hui. Et qui appelle-t-on quand on est un puissant trafiquant de drogue et qu'on a besoin d'éliminer quelqu'un? Si vous êtes Pablo Escobar, vous appelez Los Priscos, votre propre équipe de tueurs d'élite. Mais qui étaient exactement les Priscos? Et qu'est-il arrivé à l'équipe secrète de Pablo Escobar après sa mort? Continuez à regarder pour le savoir. Los Priscos. Pour comprendre l'importance de Los Priscos, il faut comprendre l'importance de Pablo Escobar lui-même. Dans les années 1970, il a fondé le cartel de Medellín et est devenu presque indétrônable en Colombie. Il avait la police et les politiciens dans sa poche et était le chef d'une industrie d'1 milliard de dollars qui contrôlait des milliers d'hommes, et bien sûr, Los Priscos. Los Priscos n'était pas une équipe de tueurs ordinaires. Il s'agissait en fait d'une entreprise familiale composée principalement de 4 frères. Tout d'abord, David Ricardo Priscos, surnommé Don Pacho, était le principal responsable. Il y avait aussi José Rodolfo, Armando Alberto et Eneas Priscos, qui participaient tous aux opérations du gang. On dit qu'ils ont été impliqués dans tous les grands assassinats ou attentats commis par Escobar entre le milieu des années 80 et les années 90. Un autre frère, Conrado Priscos, n'était pas un assassin mais un médecin, de nul autre qu'Escobar lui-même. Mais comment une famille a-t-elle pu se lier au cartel de Medellín et à Escobar au point de faire partie intégrante de son empire de la drogue? Tout a commencé en 1980, lorsque Ricardo a été envoyé en prison pour avoir volé une voiture. À sa sortie, il a été recruté par Escobar lui-même et lui a été totalement fidèle. On dit qu'il écrivait « avec toi jusqu'à la mort » sur les lettres qu'il envoyait à Escobar. Et il le pensait vraiment, comme vous le verrez dans cette vidéo. D'autres frères ont eu des démêlés avec la justice et ont rapidement été recrutés par le cartel. Et comme Ricardo était l'un des chefs de file de Los Priscos et qu'il était si loyal envers Escobar, la famille en a profité sur le plan financier. Dans la région d'Aranjuez, les frères étaient très populaires parce qu'ils dévalisaient les entrepôts et vendaient les marchandises volées aux habitants à bas prix et étaient connus pour aider les membres les plus pauvres. En fait, les frères étaient si respectés dans la région qu'ils réglaient les conflits de la communauté. Ouh là là! Mais les frères Priscos ne dépensaient pas tout l'argent de la drogue pour aider la communauté. Ils ont également payé pour qu'une statue de la Vierge du Carmen soit installée dans leur maison et, avant de sortir pour commettre leur crime, ils la priaient et allumaient des cierges. Ils n'étaient rien si ce n'est dévots. Alors, quel crime commettaient-ils exactement pour le compte du cartel? Tout d'abord, il y avait le trafic de drogue, qui était le pain et le beurre du cartel. Escobar est parvenu au pouvoir en s'accaparant le marché de la drogue à destination de pays comme les États-Unis. Pour ce faire, le cartel disposait de routes commerciales et de ports dans le sud de la Floride, en Californie, à Porto Rico et sur une île des Bahamas appelée Norman's Cay. Los Priscos étaient chargés d'emprunter ces routes commerciales et d'acheminer en toute sécurité la cocaïne et les armes détenues par le cartel. Comme nous l'avons déjà dit, le trafic de drogue et d'armes était très rentable pour le cartel et tous ses profits devaient être blanchis. Le cartel mettait en place des sociétés écrans pour blanchir ses fonds et les reverser à l'empire de Pablo Escobar, qui gagnait des centaines de millions de dollars chaque semaine. Le cartel était également connu pour intimider les propriétaires d'entreprises légitimes afin qu'ils utilisent leurs activités comme couverture. Cette intimidation était mise en œuvre par, vous l'aurez deviné, Los Priscos. Un agent du FBI a infiltré les opérations de blanchiment d'argent du cartel dans les années 1980 et a révélé quelques-unes des méthodes utilisées pour faire circuler l'argent sale. Il a notamment découvert une usine de conditionnement d'anchois à Buenos Aires et une banque au Luxembourg. À l'issue de l'enquête à laquelle il a participé, plus de 600 millions de dollars ont été saisis ou ont fait l'objet d'amendes. À propos de son expérience d'agent infiltré, il a déclaré « C'est déjà assez grave que la drogue soit un problème pour tous les pays. Il est déjà assez grave que des drogues, de l'argent, des armes à feu et des trafics d'êtres humains aient lieu avec ces actifs. Mais il ne faut pas beaucoup d'imagination pour penser qu'un jour viendra où les organisations terroristes qui veulent transporter des choses bien plus dangereuses utiliseront ces mêmes itinéraires de contrebande pour semer la mort et la destruction. Il y a aussi la question des enlèvements et de l'extorsion. L'une des nombreuses façons dont le cartel s'est maintenu au pouvoir a été de semer la terreur dans le cœur de tous ceux qui s'opposaient à lui. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient la main mise sur la politique et les forces de police et qu'ils avaient besoin qu'elles leur obéissent. Si quelqu'un tentait de s'opposer au cartel, il risquait de recevoir la visite de Los Priscos et de se faire kidnapper. L'histoire tragique de Diana Turbay, journaliste colombienne et fille de Julio César Turbay Ayala, 25e président de la République de Colombie, en est un exemple.
En 1990, elle reçoit un appel d'une personne lui proposant une interview avec un chef de guérilla nommé Manuel Pérez Martinez. Il s'avère que la personne qui l'avait appelé était un membre de Los Priscos. Elle a été enlevée le 30 août 1990, dans le cadre d'un plan du cartel visant à empêcher l'approbation d'un traité d'extradition avec les États-Unis. Elle a finalement perdu la vie lors d'une opération de sauvetage lancée par la police colombienne. Elle est loin d'être la seule à avoir été enlevée par Los Priscos cette année-là. Francisco Santos, directeur du journal El Tiempo, a été enlevé en 1990 après que son chauffeur ait été tué. Marina Montoya Pérez, la sœur de Germán Montoya, secrétaire général de l'ancien président Virgilio Barco, a également été enlevée en 1990. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas hésité à le faire. Lorsque les Los Priscos enlevèrent quelqu'un, ils ne le cachaient pas. Après l'arrestation de Francisco Santos, ils ont appelé le journal pour lequel ils travaillaient et ont déclaré « Pas un, absolument pas un seul d'entre nous ne se rendra ». Le cartel était également connu pour utiliser la corruption afin d'amener les fonctionnaires à coopérer avec lui, qu'il s'agisse de fermer les yeux sur ses activités illégales ou même de l'aider. Alors, comment Los Priscos sont-ils intervenus? Disons que vous êtes un fonctionnaire colombien dont le cartel a besoin pour faire son travail. Deux possibilités s'offraient à vous. Ils pouvaient vous offrir un pot de vin pour que vous acceptiez de jouer le jeu. Et, si vous acceptiez, vous receviez de l'argent, généralement versé par l'intermédiaire de Los Priscos. Si vous n'acceptiez pas, eh bien, disons que vous receviez une visite de Los Priscos qui n'était pas très amicale. Los Priscos ont également eu l'honneur d'être l'équipe de sécurité privée de Pablo Escobar. Comme vous pouvez l'imaginer, être à la tête du plus grand empire de la drogue au monde ne va pas sans ennemis, et Pablo Escobar devait être protégé à tout moment de ses rivaux et des autorités. Los Priscos a joué un rôle essentiel en lui fournissant une sorte de service de sécurité privé. C'était logique, car ils pouvaient le protéger et recevoir leurs ordres directement de lui. De plus, l'un des frères Priscos était son médecin personnel, ce qui explique que tout concorde. Les Priscos ont donc passé la majeure partie des années 1980 à travailler pour Pablo Escobar et ont joué un rôle déterminant dans la montée en puissance du cartel. Car s'il y a bien une chose à faire pour arriver au sommet du monde de la drogue, c'est qu'il y a toujours beaucoup de morts. Et croyez-moi, Los Priscos ont tué beaucoup de monde. Le gang a été le plus actif entre 1984 et 1990, et c'est à cette époque qu'il a accumulé un très grand nombre de morts. 1984 à 1990. Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre que l'équipe de tueurs de Pablo Escobar a commencé par tuer. Plus précisément, elle a tué Rodrigo Lara Bonilla, qui était à l'époque ministre colombien de la Justice. Il s'était attaqué au cartel et avait dénoncé les liens entre Escobar et le gouvernement. En représailles, Pablo Escobar a ordonné qu'on le tue, ce qui a été fait par des membres de Los Priscos. Le 30 avril 1984, Bonilla a été assassiné dans sa Mercedes-Benz W 123 de 1976 par deux membres du cartel à moto à Bogota. Cet assassinat est essentiel pour l'histoire du cartel de Medellín, car il a déclenché une série d'événements qui ont fait des milliers de morts et plongé l'empire de la drogue dans le désarroi. Après l'assassinat de Bonilla, Escobar et sa famille se sont réfugiés au Panama, tandis que les autorités colombiennes tentaient de le poursuivre. Le juge Tulio Manuel Castro Gil a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du baron de la drogue, mais le 23 juillet 1985, il a été abattu par Los Priscos. Il ne faut pas oublier qu'après l'assassinat de Bonilla, le gouvernement colombien et Enrique Parejo González, son nouveau ministre de la Justice, se sont efforcés de sévir contre les cartels, notamment par le biais des lois sur l'extradition. Une autre personne liée à ces efforts était Hernando Baquero Borda, juge à la Cour suprême à l'époque. Il se rendait à son travail le 31 juillet 1986 lorsqu'il a été pris en embuscade par des membres de Los Priscos et abattu. Un adolescent qui passait par là et l'un de ses gardes du corps ont été tués dans l'attaque. Un autre meurtre notable perpétré par Los Priscos est celui de Guillermo Cano Izaza, le fondateur du journal El Espectador. Pendant des années, il a critiqué l'influence des cartels sur le gouvernement colombien, ce qui a attiré l'attention d'Escobar lui-même. Le 17 décembre 1986, il a été abattu par des membres de Los Priscos devant les bureaux de son journal et a fini par s'écraser en voiture avant de mourir peu de temps après. 3 ans plus tard, ils détruisent les bureaux d'El Espectador à l'aide d'une bombe de 300 livres, brûlent la maison d'été de la famille et tuent l'avocat de la famille. Quand je dis que Los Priscos étaient brutaux, je le pense vraiment. Mais il y a plus fou encore. Les Priscos avaient chargé l'un de leurs membres, Luis Eduardo Osorio, de commettre l'attentat, mais il l'a confié à un autre, Alvaro Garcia.
Au moment de se faire payer, les frères Prisco n'ont pas voulu donner l'argent à Osorio parce qu'ils n'avaient pas exécuté la fusillade. Il y a eu beaucoup de va-et-vient et Osorio et Garcia ont tous deux été tués par leurs frères de Los Priscos. Cela montre bien ce qui se passe lorsque quelqu'un s'oppose au chef de l'escadron de tueurs. Une autre victime de la soif de sang de Los Priscos fut Carlos Mauro Hoyos, qui était l'inspecteur général de la nation pour la Colombie et avait des liens avec la Drug Enforcement Administration, ce qui faisait de lui un ennemi du cartel. Ou bien était-ce le cas? Selon John Jairo Velasquez, tueur à gages personnel d'Escobar, également appelé Popeye, Hoyos recevait de l'argent à la fois du cartel pour empêcher l'extradition de citoyens colombiens et de la DEA pour la promouvoir. Le 19 janvier 1988, les membres de Los Prisco ont kidnappé ce double présumé. Popeye l'a assassiné personnellement et son corps a été jeté près d'une rivière. Mais ne croyez pas que l'enlèvement de fonctionnaires et les fusillades en voiture étaient les seules activités de l'escadron de la mort. Ils ont également fait exploser un avion. En effet, Los Priscos sont également à l'origine de la catastrophe du volume 203 d'Avianca, survenue le 27 novembre 1989. Le volume 203 était un volume domestique entre l'aéroport international El Dorado de Bogota et l'aéroport international Alfonso Bonilla Aragon de Cali. Mais pourquoi un commando du cartel voudrait-il faire exploser un avion de ligne? Comme vous l'avez peut-être remarqué dans cette vidéo, le cartel était en guerre contre le gouvernement qui tentait de le réprimer. Les élections de 1990 étaient donc cruciales. Pablo Escobar avait les politiciens dans sa poche depuis des années, et il fallait que cela continue pour que son empire survive. Le candidat à la présidence de l'époque, César Gaviria Trujillo, allait faire partie du volume et Escobar avait besoin de l'éliminer. Mais Los Priscos ne sont pas montés dans l'avion et ne l'ont pas fait exploser eux-mêmes. Au lieu de cela, ils ont convaincu un jeune homme nommé Alberto Prieto de monter dans l'avion et d'allumer un appareil. Ils lui ont dit qu'il s'agissait d'enregistrer une conversation, mais en réalité, l'appareil a fait exploser une bombe et les 107 personnes à bord ont péri. Et César Gaviria Trujillo, il est descendu de l'avion avant que la bombe n'explose et est devenu président de la Colombie. Mais s'il a eu la chance de survivre, ce ne fut pas le cas de certains de ses collègues candidats. Pablo Escobar avait notamment prévu d'éliminer plusieurs candidats à la présidence, et il y est presque parvenu. Carlos Pizarro León Gómez était le candidat à la présidence de l'Alliance démocratique MD9. Il a été abattu après être monté à bord d'un Boeing 727 de la compagnie Avianca Airlines reliant Bogota à Barranquilla le 26 avril 1990. Son assassin est un certain Gutiérrez Uribe, lui-même tué par la garde rapprochée de Pizarro. Un autre candidat, Bernardo Jaramillo Ossa, se présentait à l'élection présidentielle sous l'étiquette du Parti de l'Union patriotique. Le 22 mars 1990, alors qu'il attendait de monter à bord d'un avion avec sa femme, il a été abattu par un jeune homme de 16 ans, Andrés Arturo Gutiérrez Maya. Selon certaines sources, ces derniers mots auraient été « Mon amour, je ne sens plus mes jambes. C'est enculé mon je vais mourir. Prends-moi dans tes bras et protège-moi. » Enfin, il y a eu Luis Carlos Galán, qui se présentait sous les couleurs du Parti libéral. Galán avait publiquement dénoncé Pablo Escobar et soutenu la loi d'extradition qui prévoyait le renvoi des membres du cartel aux États-Unis. Il était l'un des principaux candidats à l'investiture lorsqu'il a été assassiné par des agents de Los Priscos le 18 août 1989. Il s'apprêtait à monter sur un podium pour prononcer un discours devant plus de 10 000 personnes à Soacha, dans l'état de Cundinamarca, lorsque cet événement s'est produit, faisant de lui le troisième candidat à la présidence tué par le commando. La décision d'assassiner Galán a été prise lors d'une réunion entre Pablo Escobar et Gonzalo Rodríguez Gacha el Mexicano, alors qu'Escobar se cachait dans une ferme de Magdalena Medio, près de Puerto Boyaca. Pour mener à bien ce plan, Ricardo Prisco a été recruté et un plan a été élaboré, non seulement pour assassiner Galán, mais aussi pour impliquer leurs rivaux du cartel de Cali. Dans un premier temps, Los Priscos ont tenté de placer une fusée près de l'université de Medellín, mais cela n'a pas abouti. Finalement, Galán a été exécuté comme le souhaitait Escobar. L'année 1989 a également été marquée par l'attentat à la bombe contre l'immeuble du DAS. Un camion contenant plus de 500 kilos de dynamite a été fait exploser par le cartel devant le siège du département administratif de la sécurité. 57 personnes ont été tuées et 2248 ont été blessées. Il y a également eu le massacre de la Rochela, où 12 fonctionnaires judiciaires qui enquêtaient sur des crimes commis dans la région de la Rochela ont été tués par des membres du cartel. Pour ceux qui comptent les points, le nombre de morts de Los Priscos se situe entre 3 et 4 chiffres à ce moment-là.
Bien qu'il s'agisse en fin de compte d'une bande de tueurs, Los Priscos était une organisation très détaillée. Pour réaliser les assassinats, ils faisaient parfois appel à des sous-traitants, tels que Los Quesitos ou Los Magnificos, qui recevaient des informations détaillées sur la manière dont les opérations devaient être menées. Et les membres des gangs n'étaient pas les seuls à se présenter armés. Comme nous l'avons vu avec l'assassinat de Luis Carlos Galán, ces opérations étaient préparées des jours, voire des semaines à l'avance. Avec tout l'argent du cartel qu'ils engrangeaient, les Priscos s'autorisaient quelques luxes. Lorsqu'ils se trouvaient à Bogota pour commettre leurs attentats, ils descendaient généralement dans des hôtels de luxe comme le Cosmos, le Bogota Plaza et le Continental. Leurs sous-traitants, eux, n'avaient pas cette chance et logeaient dans des hôtels moins chers. Mais il semble que Los Priscos compensaient largement cette situation en versant de fortes sommes pour l'accomplissement de leur mission. Sauf si les choses tournèrent mal, comme pour Osorio et Garcia, auquel cas ils finissaient par mourir. Et même au plus fort de l'effusion de sang et des assassinats du cartel, Los Priscos et Pablo Escobar conservaient une partie de leur bonne volonté. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils donnaient parfois de l'argent aux moins fortunés dans des endroits comme Aranjuez? Eh bien, cela s'est poursuivi pendant cette période. Et même si Los Priscos abattaient des gens à gauche, à droite et au centre, certains les considéraient encore comme des héros à la Robin des Bois. Mais il est difficile de poursuivre une série de meurtres pendant près d'une décennie sans qu'il y ait quelques ratés. À un moment donné, la coupe de Pablo Escobar serait pleine et le résultat serait ressenti par tous ses proches. Jusqu'à présent, Los Priscos avaient très bien servi Pablo Escobar et étaient essentiels à son empire. Et ils étaient sur le point de devenir encore plus importants, car le cartel était confronté à de sérieux revers. Plusieurs membres importants du cartel, comme John Jairo Arias, Gustavo Gaviria et Luis Fernando Gaviria, ont été tués en 1990, nous y reviendrons, ce qui a obligé Escobar à s'appuyer plus que jamais sur Los Priscos. Lorsqu'il a commencé à faire la guerre aux membres du gouvernement et aux forces de l'ordre qui s'opposaient à lui, Pablo Escobar a déclenché une guerre de plusieurs années, au cours de laquelle des centaines de civils, de journalistes, d'hommes politiques et de fonctionnaires ont été assassinés. Ce bilan ne concernera pas seulement Escobar lui-même, mais aussi les membres de son organisation, dont les redoutables Los Priscos. Tout ce qui est mauvais a une fin. Une grande partie des problèmes du cartel peut être liée à l'un de ces nombreux assassinats. Tout d'abord, Rodrigo Lara Bonilla, ministre colombien de la Justice à l'époque, a été tué. Dès qu'Escobar l'a fait tuer, le gouvernement a approuvé une loi visant à extrader les membres des cartels colombiens vers les États-Unis. Bien que les cartels soient très puissants en Colombie, ils n'ont pas pu affronter le gouvernement américain, ce qui a poussé Escobar à se cacher au Panama. Le cartel a commis une autre erreur en provoquant la catastrophe du volume 203 d'Avianca. 107 personnes à bord ont trouvé la mort, dont 2 Américains, ce qui n'a pas manqué d'attirer l'attention. Par la suite, les États-Unis se sont engagés à traduire le cartel en justice. Cela devait inévitablement affecter Los Priscos, mais leurs malheurs se sont déroulés d'une toute autre manière. La chute de Los Priscos a en fait commencé avec la mort de l'un des frères Prisco, José Rodolfo Prisco. Vous vous souvenez de Guillermo Cano Izaza, le rédacteur en chef du journal qui avait été abattu? Les autorités enquêtaient sur cette mort, et Los Priscos ont planifié le meurtre du juge, chargé de l'affaire, et d'un autre homme. José Prisco et quelques-uns de ces hommes étaient entrés à Bogota en juillet 1987, où ils prévoyaient de commettre l'attentat. Mais lorsque leur véhicule a été arrêté sur la 127e rue et que la police leur a demandé leur carte d'identité, ils ont ouvert le feu. José et 3 de ces hommes ont été tués dans la fusillade. Il s'agit d'une affaire importante, non seulement parce qu'un frère Prisco est tombé, mais aussi parce que José était un membre important de l'organisation. Comme l'ont dit les forces de l'ordre, c'est lui qui planifiait les coups, qui disait quelles armes porter, comment suivre les victimes, où s'enfuir. Et quand on dirige une équipe de tueurs à gages, on ne veut vraiment pas que son planificateur en chef meure. La tragédie a de nouveau frappé en 1990, lorsqu'Armando Prisco, en fuite, s'est tiré une balle dans la tête dans un geste désespéré. Dès que les forces de l'ordre ont quitté les lieux, elles ont fait savoir à tout le monde qu'il était mort. Mais il ne l'était pas. Conrado Priscos, le médecin des frères Priscos, l'a emmené pour le soigner et il a survécu. Le problème, c'est que la fausse nouvelle de sa mort a atteint certains hommes de main de Los Priscos et l'un d'entre eux a commencé à dépenser l'argent que José lui avait laissé. Mais une fois que la guérison de José a été rendue publique, l'homme de main est devenu très inquiet. Il savait par expérience ce qui arrivait à ceux qui croisaient Los Priscos et il ne voulait pas finir en homme mort. Il a donc couru à la police et l'a informé de la localisation des frères Priscos dans le quartier des Conquistadors et de l'adresse de Ricardo.
Sur ordre des généraux Miguel Maza Marquez et Octavio Vargas Silva, 250 membres de la force d'élite colombienne sont chargés d'attaquer le domicile des Prisco. Le 22 janvier 1991 à minuit, la force d'élite a lancé sa mission, utilisant de la dynamite pour faire sauter les portes et entrer dans la maison. Les frères Prisco se sont défendus, mais en vain. À 33 ans, David Ricardo est abattu de 10 balles sous les yeux de sa femme enceinte et de ses enfants et meurt. L'un de ses complices, Vidal de Jesus Osorio Valencia, a également été abattu de 9 balles par la police. La mort de José, en 1987, a fait grand bruit parce qu'il avait planifié les attentats, mais celle de Ricardo est probablement encore plus grave. En effet, il était le cerveau de toute l'opération, et sans lui, Los Priscos aurait-il pu tenir debout? Tout le monde était sur le point de le découvrir. À peu près au même moment où la police a tué Ricardo, elle a mené une opération dans le village de Cabechera, où Armando Prisco a été gravement blessé, mais toujours en vie. Il a également été tué au cours de cette opération, ce qui signifie que 3 des 4 frères Priscos sont désormais morts. Mais la série de décès qui touchait la famille Prisco était sur le point d'en toucher d'autres. Comme je l'ai déjà dit, le gang a enlevé la journaliste Diana Turbay en 1990 et, en 1991, les autorités ont tenté de capturer Pablo Escobar. Mais cela s'est terminé par un bain de sang qui a coûté la vie à Turbay. En plus d'elle, plusieurs de ses ravisseurs ont également été tués, notamment Diego Mauricio Lopera, un proche de la famille, et Humberto Prisco, qui a été tué par des trafiquants de drogue. Et si vous pensiez que tous ces décès frappant l'équipe de tueurs d'Escobar seraient pris à la légère, vous vous trompiez. Quelques jours après ces décès, le cartel a décidé d'assassiner certains des otages qu'il gardait depuis des mois en guise de représailles. Ils ont tué Marina Montoya, 64 ans, la sœur de Germán Montoya Vélez, secrétaire de la présidence de la République, et se sont débarrassés de son corps. Escobar s'en prend également à l'homme qui les avait dénoncés à la police et lui tend un piège. L'homme avait appelé son ancien associé de Los Priscos pour essayer d'organiser une rencontre afin de les capturer. Mais au lieu d'une seule personne, 15 hommes de Los Priscos se sont présentés et ont ouvert le feu sur lui. Après avoir tué l'informateur, Escobar a décidé de s'en prendre aux policiers qui avaient tué ces hommes. Mais cette fois, il ne s'agit pas d'une fusillade, mais d'un attentat à la bombe. Le 16 février 1991, l'un des hommes d'Escobar a fait exploser une voiture piégée près des arènes de la Macarena, dans l'espoir de tuer un groupe de policiers qui se trouvaient à proximité. L'explosion fait 27 morts, dont 17 civils, et 60 blessés. Et Escobar voulait toujours du sang. Selon certaines informations, il aurait offert 4 000 $ pour chaque policier tué à Medellín, ce qui a permis d'en abattre des dizaines. Dans tout cela, il ne faut pas oublier le docteur Conrado Prisco, son médecin personnel. Il a été enlevé le 16 février 1991 et son corps a été retrouvé quelques jours plus tard. Ces assassins n'ont jamais été retrouvés, mais il existe plusieurs théories. Certains disent qu'Escobar lui-même a fait tuer Conrado parce qu'il doutait de sa loyauté, mais d'autres ont une idée différente. Outre la police, de nombreuses personnes en voulaient à Los Priscos, comme les familles de leurs victimes et les gangs rivaux. Et si Conrado n'était pas directement impliqué dans les meurtres, il travaillait pour Pablo Escobar et avait gagné ses faveurs. Le journaliste Germán Castro Caicedo a déclaré que Conrado avait obtenu des promotions à l'hôpital où il travaillait en raison de ses liens avec la pègre. Dans son livre Opération Pablo Escobar, Caicedo raconte que Pablo Escobar a demandé à un sénateur de la République de promouvoir Conrado en lui disant « J'ai besoin que tu me fasses nommer un jeune médecin directeur adjoint d'un des hôpitaux de Medellín. Vous vous souvenez que la campagne pour le Sénat a été faite avec mon argent. Donnez immédiatement un travail à ce garçon. » Le sénateur aurait répondu « Oui, monsieur, bien sûr, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, il sera nommé immédiatement. C'est fait, ne vous inquiétez pas. » Comme Conrado était un médecin respecté et qu'il n'apparaissait pas comme un gangster, sa mort a suscité une certaine controverse et certains ont même critiqué la police pour l'avoir prétendument tué. Le journal El Tiempo a publié un éditorial dans lequel il affirmait que la police utilisait son pouvoir pour régler des comptes au lieu de poursuivre la justice. On dit que l'attaque a été perpétrée par la police, qui a été frappée si douloureusement. Mais laisser régner la loi de l'œil pour œil, dent pour dent, ne fera que prolonger la période chaotique dans laquelle nous vivons, a déclaré l'éditorial. Mais la véritable réponse à la question de savoir qui a tué Conrado reste un mystère à ce jour. À ce moment-là, l'empire de Pablo Escobar avait subi coup sur coup. Ses fidèles hommes de Los Priscos étaient morts et les autorités ainsi que les gangs rivaux gagnaient du terrain sur lui. Avec Los Priscos à ses côtés, il était presque intouchable. Mais les perdre au moment même où les autorités s'apprêtent à le coincer ne peut que le conduire à la catastrophe. Le 2 décembre 1993,
Les autorités colombiennes sont parvenues à le localiser grâce à une technologie fournie par le gouvernement américain. Il est localisé dans un quartier résidentiel de Medellín et une fusillade s'ensuit. Pablo Escobar, un chef de cartel redouté qui avait tué des milliers de personnes avec l'aide de son équipe d'élite Los Priscos, a été tué à l'âge de 44 ans. Les forces de l'ordre étaient si fiers de leur exploit qu'elles ont posé avec son cadavre et célébré la fin d'une chasse à l'homme qui a duré des années. Après Escobar, le cartel de Medellín s'est effondré. Tous ses adjoints ont été tués ou emprisonnés. Même le cartel de Cali, qui a comblé la vacance du pouvoir provoquée par la mort d'Escobar, a fini par être réprimé par les forces de l'ordre. Aujourd'hui, plusieurs cartels, comme le gang du Golfe, opèrent toujours en Colombie avec leurs propres tueurs à gages. Mais peu d'entre eux se rapprochent de l'héritage de Los Priscos. Voilà qui est dit. Los Priscos ont bénéficié pendant des années de tous les avantages liés au fait d'être les hommes de confiance de Pablo Escobar. Ils avaient de l'argent, du pouvoir, et étaient craints de tous. Pendant que le gang était opérationnel, il a coûté la vie à des milliers de personnes et transformé plusieurs villes de Colombie en zone de guerre. Finalement, la loi et les gangs rivaux les ont rattrapés et Los Priscos s'est terminé comme il avait commencé, par des meurtres violents. Vous voulez en savoir plus sur le redoutable cartel de Medellín? Cliquez sur la carte à l'écran.